Est-ce que j'ai besoin d'aller au Maroc pour aller faire du kitesurf? Au Costa Rica, j'étais hyper déçue par les chemins et le parcours qu'on nous avait proposé. Je suis rentrée en France et j'ai fait des raids incroyables. Y a On pas peut dire besoin. à tout le monde qu'en France, il y a des endroits incroyables, mais qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à aller de l'autre côté, là? Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de chaud, un podcast pour parler de l'avenir des sports. On est au café Guidoline qui nous accueille et puis aujourd'hui on va se poser une question, est-ce qu'il faut changer de sport pour des raisons écologiques ? Je vais vous planter le décor. En février 2023, Stan Turay, le navigateur, a dit vouloir arrêter la course au large, justement pour des raisons écologiques. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative ? Est-ce que c'est excessif ? En tout cas, ça avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table ? Peut-être je commence avec toi, Justine Métro. Tu es aussi navigatrice, tu as participé à la Route du Rhum. Qu'est-ce que ça t'a inspiré justement, cette décision forte ? Oui, ça m'a pas étonné de Stan parce que c'est quelqu'un qui est assez engagé au niveau écologique depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en course au large, on a un sport qui est quand même assez coûteux en termes d'énergie, en termes de matériaux, parce que suivant les supports sur lesquels on navigue et ceux sur lesquels je navigue en ce moment, on navigue sur des bateaux en carbone qui pèse à peu près 8,5 tonnes de carbone. Donc on sait que c'est un coût pour la planète. Et puis je pense que c'est sûr que ça peut poser problème à un moment donné. Aujourd'hui, il y a pas mal de démarches qui sont mises en place pour essayer de trouver des solutions justement pour limiter ces coûts-là, et il y en a qui existent. Et je pense qu'en tout cas, c'est intéressant pour commencer de se poser ces questions-là et d'essayer de trouver des solutions peut-être avant d'arrêter complètement. En tout cas, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. On va en parler justement de ces solutions. On est aussi avec Lucie Croissant. Tu fais du triathlon, du raid multisport et de l'ultra trail. C'est juste ? C'est juste. Jusque-là, tout va bien. Et avec Émilien Chevalier, tu es étudiant ingénieur en énergie et tu as lancé ta chaîne YouTube qui allie sport et écologie. Exactement. Pareil, là, je suis juste ? Parfait, Ok. ouais. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait dire justement cette prise de position ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce il est dans le juste, selon vous ? Moi, je pense que dans tous les cas, il est dans le juste dans le sens où il faut qu'on change notre façon de faire du sport. Est-ce qu'il faut changer de sport ou il faut changer la façon de le faire ? Je connais pas trop la course au large, donc je sais pas trop l'impact que peut avoir... j'imagine que ma paire de chaussures d'occasion a moins d'impact qu'un bateau en carbone, donc on va pas parler de la même chose en fonction des sports, mais dans tous les cas, je pense qu'il est juste en disant... en plus, lui, il côtoie la mer, il côtoie la nature, il a sans doute envie de la protéger. Et si on se regarde en face, on a besoin de changer notre façon de faire du sport. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis quand je vais dans les montagnes et que je peux pas continuer sans rien faire d'autre, quoi. Ouais, la nature, tu la côtoies aussi, justement, de par tes sports. Moi, je fais que des sports outdoor. Ouais. Du coup, s'il y a pas de nature ou si elle est polluée, je vais pas dire tiens, elle est super jolie. Et puis continuer à faire comme si de rien n'était, sachant que j'ai quand même un impact dessus avec ma pratique. Émilien, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'ai trouvé ça très, très courageux de sa part. Il y a pas mal de doutes de la part de chacun des pratiquantes de ces sports-là, outdoor comme des sports qui demandent beaucoup d'infrastructures. Donc, sa position, elle était un peu avant-gardiste et je pense qu'il a lancé un mouvement. Alors, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier, c'est sûr. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'est positionné il y a quelques jours en disant j'ai arrêté quelque chose, mais ça ne veut pas dire que j'arrête ma vie de sportif. Et là, il s'est lancé dans d'autres projets. Il a envie de passer un message. Et donc, moi, je trouve que la notoriété qu'il a réussi à développer pendant plusieurs années, il s'en sert pour aller dans le bon sens. Donc, c'est évidemment pas une décision facile à prendre. Mais de toute façon, on est tous dans le même bateau et il faut qu'on agisse. Donc, bravo à lui. En fait, il faut que aussi... il y a des gens qui le félicitent pour le fait d'arrêter de faire quelque chose. Et on est plus dans une démarche inverse actuellement où on veut toujours plus. Et lui, il a réussi à aller dans l'autre sens, donc bravo. Est-ce qu'on a besoin justement, comme lui, d'icônes qui portent un petit peu ce genre de message pour faire bouger monsieur et madame tout le monde ? Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin que les modèles prennent leurs responsabilités. Et alors, donc à mon échelle, dans le raid multisport ou dans l'ultra trail, souvent on disait oui, mais toi t'es fort, tu peux aller prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète faire les championnats du monde. Et en fait non, chacun on est responsable des gens qui peuvent nous suivre.
que ce soit des gens très forts ou que ce soit d'autres gens qui sont un peu moins forts, mais qui sont au moins suivis par 2, 3, 4 personnes, ils ont aussi une influence. Peut-être pas directe, mais indirecte ou inconsciente sur les gens autour d'eux. Donc au final, qu'on soit grand champion ou moins grand champion, on a une influence sur les autres. Et dans notre team de raid, nous, on a des plus jeunes aussi qui ont grandi en voyant... Alors moi, je fais partie des plus vieilles de mon team de raid et qui disaient, en fait, moi, j'ai grandi en voyant les plus vieux aller faire des manches en Coupe du Monde aux États-Unis, au Costa Rica, etc. Et j'ai envie de faire la même chose. Et l'année dernière, cette personne dans notre équipe est devenue champion d'Europe dans notre équipe où on ne veut plus prendre l'avion. Et du coup, c'est lui le nouveau modèle. Et ce que je lui dis, en fait, maintenant, c'est à toi de montrer un nouveau modèle, de faire du sport différemment, que c'est joyeux, qu'on peut le faire différemment et aussi performer tout en arrêtant de prendre l'avion. Pour nous, c'est ce qui pollue le plus. Alors peut-être, est-ce que c'est ça une des solutions ? Mettre en place des changements par rapport aux matériaux utilisés, mais aussi simplement en ayant des compétitions qui ne nécessitent pas de prendre 14 fois par année l'avion ou plus ? Ouais, moi je pense que c'est important d'arriver à chiffrer ou d'arriver en tout cas à estimer quel est notre impact. Je pense pour la course à pied, ça peut être vraiment lié au déplacement, au logement, ce genre de choses. Chez nous, typiquement, il y a des études qui ont été faites et je faisais partie d'une équipe américaine dont le sponsor essaye de promouvoir le développement durable dans l'industrie nautique. Donc eux, ils ont fait typiquement une grosse étude sur toute la fabrication du bateau qu'on allait utiliser, donc quel était son coût en CO2, le coût, la dépense en eau aussi qui a été faite, etc., pour dire ok, en fait, les gros axes où il y a beaucoup de dépenses, c'est ça et ça. Et en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour avoir une grosse limitation de la dépense d'énergie et de la dépense en CO2 sur la construction d'un tel voilier. Donc voilà, il faut, je pense, chiffrer et puis après trouver des solutions. Et puis après, je pense que c'est aussi aux fédérations de mettre en place des choses pour limiter les déplacements. On sait que typiquement sur les circuits de ski ou tous les circuits qui ont des événements à l'international, peut-être comment organiser au mieux le championnat pour qu'il y ait le moins d'impact possible, pour que les gens n'aient pas besoin de faire des allers-retours dans tous les sens. Déjà là, il y a aussi des solutions. Ces questions d'impact, justement, de CO2 liées par exemple au déplacement, toi, c'est quelque chose que tu abordes justement sur ta chaîne YouTube. Tu t'es renseigné un petit peu sur le sujet ? Ouais, en effet, moi, j'ai une formation d'ingénieur en énergie et environnement. Donc, en fait, la partie des transports pour les sportifs amateurs, parce qu'en fait, l'impact, il va pour les sportifs professionnels, il va au-delà de juste les transports. Il y a la question de l'influence. Et donc là, ça, c'est très difficile à quantifier, justement, on en parlait avant. Mais nous, à titre individuel, à peu près 80% de notre impact carbone est lié au transport. C'est une moyenne sur les différents événements. Donc, en fait, là où on a le plus gros impact et donc là où on peut le réduire, c'est en prenant soin de pas aller trop loin, ou alors si on y va en utilisant des moyens les plus décarbonés possibles. Donc, il y a plein de manières d'y arriver. Et donc, moi, à travers la chaîne que je propose, c'est juste de promouvoir un sport plus local ou alors aller à des compétitions à vélo. Ça fait partie même du sport. Enfin, inclure le sport dans sa vie et non pas faire de sa vie du sport. Enfin, voilà, c'est aussi un changement de paradigme un peu. Ouais. Donc, mais il y a plein de choses à re-questionner, en effet. Ça veut dire que c'est des choses que chacune et chacun peut mettre en place de son côté. Mais si on regarde par exemple les calendriers des compétitions sportives chez les élites, est-ce qu'il faudrait revoir tout ça ? Ouais, sans aucun doute. Mais c'est pas facile de faire plier justement les fédérations ou les... je sais pas exactement comment ça marche. Moi, j'ai un peu une expérience parce que je fais partie aussi de la commission nationale des raids. Donc, c'est un plus petit sport, on va dire, que la voile ou autre, mais donc du coup, je fais partie des gens qui sont censés décider ce qu'on fait de notre sport. Et dedans, il y a des gens qui organisent des manches de Coupe du Monde. Et en fait, c'est assez compliqué de, faire bouger les gens qui sont déjà dedans, parce qu'ils vont avoir peur des retours qu'ils vont avoir des pratiquants. Donc en fait, c'est tout le monde qui doit bouger en même temps. C'est les pratiquants en montrant qu'il y a de plus en plus d'envie de changer et qu'on leur propose une structure de sport où ils vont pouvoir continuer à faire des courses à haut niveau, à aller courir, peut-être pas 3 fois à l'autre bout de la planète, mais une fois, peut-être tous les 3 ans, faire une vraie manche avec toutes les équipes. Et ce sera mieux pour avoir une densité d'équipe. Et ce sera mieux pour les athlètes, parce qu'ils vont faire moins de décalage horaire, ce sera moins cher, ce sera moins prenant en termes de sponsors, donc ce sera plus accessible aussi à des gens qui ont peut-être pas tous les plus gros moyens possibles.
Et du coup, c'est vraiment un travail avec, à l'intérieur des fédérations, mais aussi à l'extérieur des fédérations. Et j'ai envie de dire aussi les sponsors qui peuvent accompagner les athlètes en leur demandant pas de faire toujours plus loin, toujours plus grand. Mais dire, peut-être que ça fait partie aussi de ce qu'on attend, c'est d'avoir une pratique de sport où tu n'es pas obligé de faire toutes les coupes du monde, mais tu fais ce qui est nécessaire pour toi dans ta pratique. Mais est-ce que c'est quelque chose que, je me tourne un petit peu vers tout le monde du coup, qu'on pourrait appliquer à tous les sports? Je prends volontairement le tennis, où on bouge quand même beaucoup à travers la planète. Est-ce que ce serait envisageable pour le tennis, par exemple, ou pour le foot? C'est plus compliqué. Je pense qu'on l'a vu typiquement avec le foot ou avec le rugby dernièrement. Il y a quand même moyen de limiter les trajets une fois que sur un même événement, de privilégier le train ou les transports en commun plutôt que l'avion. Je pense que là, tout le monde a une responsabilité. Et comme vous disiez, c'est typiquement des sportifs qui ont une grosse influence, plus que certainement dans nos sports. Et je pense qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport au message qu'ils promeuvent, par rapport à la manière dont ils communiquent sur leur manière de se déplacer et de vivre, par rapport aux personnes qui les suivent. Ouais. Il faut qu'on en attende davantage de la part de justement ces sportifs qui ne sont plus, entre guillemets, que des sportifs, mais aussi finalement des ambassadeurs de beaucoup de messages et notamment de ces questions environnementales. Ouais, bien sûr, c'est le monde de l'influence en fait. On est loin de. Enfin, aujourd'hui, il y a certains sportifs et sportifs de haut niveau qui ont plus de poids et de pouvoir médiatique que certains chefs d'État. Et certains s'en rendent compte, d'autres moins. Et le problème, c'est que le sport a été détourné sous forme de divertissement. Et maintenant, il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui vont à des compétitions pour les retombées économiques et non plus réellement pour la performance en elle-même. Et donc, après, je pense qu'il faut quand même avoir 2 poids, 2 mesures. Et quand on parle d'impact des sportifs de haut niveau, il ne faut pas qu'on fasse retomber la responsabilité individuelle sur les individus. Si aujourd'hui, il y a des sportifs de haut niveau, notamment dans le tennis ou je ne sais quoi, dans le foot par exemple, qui, eux, peuvent peut-être se permettre de voyager un peu plus loin, le message de dire je prends l'avion pour aller à telle ou telle compétition a lui beaucoup plus d'impact que les 2-3 tonnes de CO2 qui peuvent être émis pour le voyage. Les sportifs et les sportives, ils doivent dire voilà, nous on a la chance, le privilège de le faire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut en devrait faire la même chose. Devrait faire la même chose, Ouais, bien sûr. Mais c'est un message qui est difficile à entendre. Et après, on pourrait se questionner sur la question de la diffusion. Parce que si aujourd'hui, on arrivait déjà à réduire le nombre de personnes qui se rendent à des compétitions internationales, l'impact des compétitions serait déjà largement moindre. Donc, on peut réfléchir à le développement de fan zones ou juste augmenter. Alors, les moyens pour médiatiser, que ce soit les JO, les coupes de je ne sais quoi, sont déjà énormes. Mais aujourd'hui, là, on a actuellement en pleine Coupe du Monde de rugby, les gens qui viennent d'Australie, du Fidji, pour venir voir un match de rugby à Paris, là, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Donc, Les athlètes de haut niveau, du coup, ils peuvent prendre l'avion, mais à partir de quand, qui a le droit, entre guillemets, et du coup, si ce sont eux qui ont le droit, qui font l'exemple, c'est un peu compliqué, en fait, de dire aux autres, eux, ils ont le droit, mais c'est à partir de quel niveau? Par exemple, moi, j'ai déjà des gens autour de moi qui m'ont dit, oui, mais toi, t'as le droit. Enfin, non, enfin... pas plus que les autres, mais justement, où? Et il y a plein de gens qui vont faire un marathon, ils vont se dire, c'est l'événement de ma vie, j'ai envie d'aller au marathon de New York, parce que j'ai déjà entendu ça, et j'en ai jamais fait avant. Et en fait, c'est ce qu'on leur... Il y a aussi la notion du voyage, etc., que ça inspire quand on va faire des courses comme ça. Mais c'est, qui a le droit. Mais c'est surtout, moi, que j'ai envie, c'est donner envie aux gens de faire différemment. Et ces sportifs de haut niveau, il y a les sponsors, il y a tout le poids de la fédération, etc., qu'ils ont. Mais il y a aussi, ils doivent rentrer dans le moule. Et quand on est sportif de haut niveau, on doit ressembler à ça. Et peut-être que... à un moment donné, ils auront assez... aller faire telle ou telle compétition pour participer au circuit. Donc, c'est vrai sinon, il compte plus. Sinon, il est plus dans le game ou je ne sais pas trop. Et même de ressembler à ce qu'il va mettre sur les réseaux sociaux aux autres. Et peut-être qu'à un moment donné, il aura assez confiance en lui pour montrer une autre voie et faire les choses différemment et donner envie de faire du sport autrement. Et en tout cas, moi, c'est ça, à mon échelle.
en ayant arrêté de prendre l'avion, on est plus fort, on fait plus de courses, on a moins de décalage horaire, on perd moins les vélos dans les transports, on dépense moins d'argent pour aller loin. Enfin, en fait, il y a des côtés hyper positifs et c'est ça que moi j'ai envie de montrer aussi. Écologie et économie, en fait. Et meilleur temps passé à faire autre chose, à s'amuser qu'à être dans l'avion, quoi. Mais est-ce que c'est finalement plutôt le job des sportifs ou des fédérations de faire justement ce forcing? C'est un peu le débat de l'œuf ou la poule, là. Ouais. Donc, Moi, je pense que c'est comme dans l'écologie en général, dans la vie de tous les jours, c'est une responsabilité de chacun. Et oui, les politiques et oui, les institutions ont un rôle important à faire parce qu'elles ont une influence sur l'organisation des circuits, etc. Et puis après, c'est aussi à chacun de prendre sa responsabilité. Et je pense que, comme on disait, en tant que sportif, on a quand même une responsabilité qui va avec la pratique de notre sport et de se dire, OK, ben, comment je le vis et comment je communique autour de mon sport, qu'est-ce que j'essaye de promouvoir, qui me semble important et comment je fonctionne. Et chaque sportif peut avoir a une responsabilité dans la manière dont il pratique son sport. Et je pense que ça s'applique aussi au grand public. Les personnes qui pratiquent tel sport ou un autre peuvent choisir où elles vont aller le faire. Est-ce que j'ai besoin d'aller au Maroc pour aller faire du kitesurf ou je peux aller en fait juste au sud de la France puis ce sera tout aussi bien et je peux y aller en train. Donc voilà, je pense que c'est important de se poser ces questions aussi. Justement, ça pourrait faire partie des solutions pour le grand public, pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres solutions qui pourraient être mises en place? Tu en parlais, le marathon de New York. Si on a envie de faire un marathon ou le marathon de Boston, ça peut faire rêver justement de faire un de ces grands marathons historiques plutôt qu'un petit marathon dans sa région, on va dire. Non, toi, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. On peut aller à Paris, on peut aller à se poser Berlin. la question. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on aime le sport, ce qu'on va chercher, c'est un combat contre soi-même. Enfin, je veux dire, moi, le premier marathon que j'ai fait, je l'ai fait tout seul, c'était pendant le confinement, quoi. Enfin, je veux dire, on a besoin de personne d'autre et juste la personne contre qui on se bat, c'est soi-même. Donc, traverser l'Atlantique pour aller courir contre 30 ou 40 000 autres personnes, enfin, moi, je trouve ça vraiment ridicule et c'est juste plus d'actualité. Donc, à partir du moment où on a envie de juste se surpasser, parce que c'est ça la base du sport, et non pas consommer un événement dans un pays riche, je pense qu'on aura déjà répondu à une grosse partie du problème, quoi. Mais ça demande encore une fois, les questions matérielles et logistiques, elles apparaissent après les questions presque philosophiques de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon sport, quoi. Et je pense que, dans les sports d'endurance en particulier, on se rend bien compte que vraiment la seule personne contre qui on se bat, c'est soi-même. Et donc, aller faire des compétitions très loin, ça n'a pas forcément toujours de sens, quoi. Je suis pas toujours d'accord parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un dossard et ils peuvent pas courir. Moi, je peux pas courir un marathon 42 km tout seul, par exemple. J'ai besoin d'un dossard. Mais quand tu cours à côté de chez toi, t'as ta famille aussi, tes copains qui peuvent venir courir. Enfin, t'as quand même des côtés plus positifs que de se dire je vais aller tout seul dans mon hôtel à New York et faire mon marathon pour dire à tout le monde. Donc, c'est aussi montrer ses côtés positifs. Et à ces personnes-là, il y a institution, organisation et qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté individuel. Il y a aussi le fait de dire, par exemple, sur les marathons ou les courses comme ça, ou les courses à pied, on donne toujours des goodies ou plein de trucs comme ça. Ça contribue aussi à polluer. Moi, je le dis, j'en veux pas parce que... ça pollue, quoi. Mais il y a le fait de ne pas le prendre et le fait de dire pourquoi gentiment. Parce que, à l'inverse, à l'intérieur des organisations, il y en a qui vont dire non, mais je continue parce que sinon, les coureurs, ils vont pas être contents. Et si les coureurs sont là, mais en fait, j'en veux pas parce que après je vais le jeter dans la poubelle d'à côté où c'est inutile. En fait, c'est à chacun de dire, de le rendre visible aussi que, pour raison écolo, en fait, et puis parce que c'est pas pratique de récupérer plein de trucs achetés, j'en veux pas. Et on peut commencer à changer nos façons de faire et on doit commencer à changer. Et dernier point sur ça, de dire... on était l'année dernière, qualifiés pour les championnats du monde en Afrique du Sud, où il y avait l'organisatrice et la responsable de la fédération des raids. Et du coup, moi, je lui ai dit pourquoi on n'irait pas parce que... il y a urgence parce que l'écologie, etc., mais qu'on était très contents de faire du raid, mais que ce serait encore mieux si ça pouvait prendre en compte ce sujet-là. Donc, elle était très triste que les champions d'Europe puissent pas venir. Et du coup, peut-être que ça met des petites graines dans leur tête pour dire on va peut-être travailler différemment pour s'adapter à notre temps. Ouais, on y croit, ça? Se planter les petites graines, arrêter de prendre les goodies à la fin des courses, ça marche? Toi, tu l'as fait justement? Moi, en fait, au début, on faisait partie. Quand on en parlait, en tout cas, il y avait plein de gens qui étaient arrêtez, c'est relou, etc.
Et au fur et à mesure, là, ça fait depuis 2 ans qu'il y a plein de gens qui disent ah ouais, c'est hyper inspirant. Et en fait, si on fait changer juste 1, 2, 3, 10 personnes dans leur façon de faire, bah, c'est un début et c'est pas, ça va pas balancer d'un coup d'un seul. Hein. C'est au fur et à mesure, on sera de plus en plus nombreux et à un moment donné, ça va faire balancer. Et du coup, moi, je sais que déjà, tout ce qu'on a fait, ça a fait changer les pratiques de certains. Et du coup, dans ce cas-là, c'est gagné plutôt que de rien dire et que du coup, il y a personne qui m'ait critiqué. Bah, peu importe si j'ai été critiquée par quelques-uns qui ont trouvé ça relou, eux aussi commencent à changer. Et même avant, ils parlaient beaucoup de leur voyage, les réseaux sociaux. Maintenant, on n'entend plus trop parler parce que c'est un peu la On n'ose plus honte tellement se vanter de de dire ça, ouais. je vais prendre l'avion à tout bout de champ, quoi. Ouais. Ça fonctionne alors? Ça fait partie de ces petites choses-là qu'on peut mettre en place? Bah, moi, la question des goodies, enfin, des goodies et tout ce qui tourne autour des événements, moi, je trouve que c'est esthétique, en fait. C'est pas la question. C'est un bon début. C'est un bon début, mais en fait, c'est comme quand on parle d'écologie en parlant juste de la gestion des déchets, quoi. En fait, on occulte une partie importante. Et si on va au marathon de Boston et qu'on refuse un goodies, c'est juste, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faut se poser les Petite questions dans le bon contradiction, ouais. sens, je pense. Après, bon, si ça peut être un bon début, il faut sensibiliser chacun à sa vitesse. Tout le monde ne peut pas non plus être irréprochable, et je ne le suis pas, évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même mettre les bons ordres de grandeur, et c'est vraiment une des choses les plus importantes, je pense, si on parle juste de changement climatique, parce que les enjeux écologiques vont bien au-delà. Mais voilà, je pense que c'est quand même important qu'on parle de la question des transports, de la question de l'alimentation ou du logement avant de parler de goodies ou de je ne sais quoi. Alors justement, toi, tu vas aller plus vite, plus fort, rapidement, manifestement. Qu'est-ce que, à notre échelle, enfin quand je dis notre, peut-être plus la mienne que la tienne, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le grand public, pour être un petit peu plus vertueux, justement, dans notre pratique sportive? Bah, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de regarder, arrêter de supporter. Alors, c'est facile de critiquer. J'aime bien parler du foot parce que j'aime pas le foot. Mais j'avoue que si j'avais été supporter de foot, peut-être que c'est plus difficile de s'en détacher. Mais voilà, j'ai fait du rugby pendant 10 ans. Aujourd'hui, je cautionne pas le fait que ce soit Total Energy qui sponsorise la Coupe du Monde. Je ne regarde pas. Et puis voilà, je veux dire, ça passe par là. Et après, on peut, au lieu de critiquer, on peut aussi promouvoir autre chose. Alors moi, je fais ça modestement. Je dis, je vais à ma compétition à vélo. Je ne vais pas à tel ou tel endroit parce que c'est trop loin, parce que je n'en ai pas envie. Donc voilà, ça c'est à titre individuel. Et puis après, je pense qu'on peut tout simplement interloquer nos communautés, nos dirigeants. Et voilà, s'engager, que ce soit dans notre sport, mais voire même en politique. En fait, tout est possible. Et le sport, c'est un prétexte à plein d'autres choses. Voilà, on peut promouvoir le fait de manger moins de viande rouge en particulier. Faire le forcing, justement, je reprends ton idée du boycott, en fait. Ouais. Est-ce que c'est une manière un peu ça marche? Je reprends, par exemple, la Coupe du Monde au Qatar. On avait beaucoup parlé de boycotter. Il y a même certains médias, certains journaux qui avaient dit « Nous, on ne la couvrira pas ». Finalement, elle a quand même eu un certain succès. Est-ce que c'est une piste, c'est une solution ou c'est... Après, oui, je pense que c'est une solution si ça marchait, ce boycott, si les gens le faisaient vraiment, Ouais. tous ensemble. Mais aujourd'hui, ça marche pas parce qu'ils le font pas. Je pense que si personne regarde, il n'y aura pas de sponsor, ça se fera pas, ils changeront automatiquement. Après, c'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est comme disait Justine, faut aller un peu dans dans tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire et individuellement dans notre pratique, et autour de nous, d'influencer pour essayer de faire déjà bouger autour de nous, et aux organisations, et dans les fédés. Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la voile, vu que c'est vrai que c'est aussi un sport outdoor, on est très lié à la nature, il y a de plus en plus de circuits qui ont intégré des entités justement de promotion du développement durable dans les classes ou dans les organisations de courses, etc. Et ça devient vraiment aussi une composante des organisations, donc voilà, qui vont analyser comment ça se passe, qui vont essayer de mettre en place des règles pour limiter typiquement l'impact des bateaux ou l'impact des courses. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être, et je pense qu'il va arriver aussi tranquillement dans tous les sports, parce que les gens demandent à ce que ce soit le cas et sont en attente d'aller vers plus d'écologie. Justement, par rapport à ton milieu, comment est-ce que ça a été perçu justement cette décision de Stan Turay?
Je pense qu'il y a eu vraiment, à mon avis, un peu 50-50 de points de vue. C'est vrai qu'on est dans un sport qui est quand même technologique, où les bateaux, ils évoluent très vite, et ça, c'est un assez fort coût écologique. Et il y a des écuries et des équipes qui sont toujours vraiment dans cette démarche de, voilà, il faut toujours les bateaux qui vont plus vite, toujours du développement, et qui comprennent pas typiquement, je pense, le genre de réaction de Stan. Et puis après, il y a d'autres personnes qui se rendent bien compte qu'on peut plus continuer non plus comme ça a été le cas toutes ces dernières années, et qu'on peut pas seulement aller vers le toujours plus vite, mais qu'il faut trouver des compromis et mettre en place des règles qui limitent le développement, parce que c'est un coût écologique trop important. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment un peu des philosophies des écuries et des coureurs sur la manière dont ça a été reçu. Mais on voit que justement, c'est un message qui passe pas encore complètement chez tout le monde, et qu'il y a encore du travail de ce côté-là. À titre personnel, toi, t'as réagi comment en apprenant ça? Ouais, je pense que moi, ça m'a pas étonné de lui. J'étais en mer à cette période-là, donc j'ai pas eu le temps de plus m'y intéresser que ça, parce que j'étais en mer pendant un bon moment. Mais oui, non, je pense que j'ai compris. Je pense que effectivement, il y a encore plein de choses qu'on doit faire pour faire évoluer notre sport. Je pense que c'est un peu aujourd'hui dans le sport, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, mais c'est un peu la stratégie des petits pas, comme dans l'écologie en général. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre en place des règles qui ont plus d'impact, sur vraiment la limitation de la fabrication de certaines choses, la limitation typiquement du nombre de voiles qu'on utilise sur 1 ou 2 années, les matériaux qu'on a le droit d'utiliser, la manière de fonctionner. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir, et en tout cas moi je suis en attente de la classe IMOCA, donc qui est la classe des bateaux sur lesquels je navigue, pour qu'il y ait plus de choses concrètes avec des vrais résultats qui soient mis en place. Et si c'est pas le cas, tu serais prête à prendre le même genre de décision un peu radicale? Je pense que j'aurais de la peine aujourd'hui à plus pratiquer mon sport. Après, c'est sûr que voilà, je pense qu'en tout cas, moi, ça me questionne, et je pense qu'on est plusieurs dans notre sport, parce que justement, voilà, comme tu disais, on n'utilise pas juste une paire de baskets et on sort de chez nous. On utilise des bateaux qui ont un gros impact, donc c'est sûr que ça questionne de temps en temps. Est-ce que le fait que j'aille me faire plaisir en naviguant ou aller faire des courses, ça vaut ce coup-là? Oui, c'est sûr que c'est une question que je me pose, et ouais. Ce que tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre stratégie à chacun tous les jours, je trouve que ce que tu disais, Justine, de faire un bilan, de compter. Enfin, il y a plein d'applications maintenant qui nous permettent de chiffrer, de se dire, bah voilà, c'est ça mon empreinte carbone à l'année. Moi, c'est ce que j'ai fait, pour me dire, au début, j'ai eu du mal à arrêter de faire les courses super longues. J'avais tout changé, sauf ça. Sauf que il y avait que le fait de prendre l'avion 2-3 fois par an qui faisait que ça explosait tout. Et donc, peu importe tous les petits pas que je faisais à côté, enfin, ils étaient pas, ça compensait pas. Ça servait à rien du tout ce que je faisais toute l'année pour 2-3 vols. Et du coup, de se dire, peut-être qu'on parlait de la viande rouge, de l'alimentation, de tout. En fait, il y a des gens qui vont vouloir tout arrêter et puis prendre l'avion une fois dans l'année. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Enfin, on peut le chiffrer maintenant, de voir ça. Il y a la stratégie aussi on parle du foot et des footballeurs pros, mais en fait, le foot en France, les gens qui font du foot en club, ils vont pas très loin, quoi. Ils restent dans leur région, et ça, c'est pas eux qui vont polluer le plus, c'est plutôt les gens qui vont parce que ils veulent se prendre l'excuse du marathon, faire un voyage, ou prendre l'excuse d'un trail, faire un voyage, qui vont avoir vraiment un impact plus important, ou un triathlon à l'autre bout de la planète. Et déjà, c'est de dire, tiens, il y en a à côté de chez moi, je me renseigne, je vais pouvoir le faire avec plein de potes, du coup, parce que c'est beaucoup moins loin, c'est plus accessible. Je peux acheter tout d'occasion. Enfin, moi, je fais mes ultra trails 170 km, je cours qu'avec des chaussures d'occasion. Donc, je suis pas obligée de surconsommer. Bon, après, moi, j'ai pas de sponsor, et ça me permet aussi d'être libre et puis de faire vraiment ce que je veux, et du coup, il y a plein de choses qu'on peut mesurer, et il y a une façon de faire du sport en se faisant vraiment plaisir, en étant assez performant et avec plein de gens sympas. En plus, on découvre plus de gens quand on reste dans notre secteur. Et il y a plein de choses hyper positives qu'on peut faire. Ouais. Je te voyais réagir. Ouais, je suis complètement d'accord. Voire même, je trouve que se détacher de le sport de haut niveau, arrêter de regarder les autres faire du sport, ça nous libère du temps pour nous, personnellement, nous y mettre, en fait. Enfin, je veux dire, si tous celles et ceux qui regardent Cristiano Ronaldo marquer des buts faisaient plus de foot, peut-être qu'on aurait d'autres, plus de femmes d'ailleurs, qui faisaient du foot, qui feraient du foot. Et je parle de mon exemple. Voilà, j'ai fait du rugby pendant très longtemps, et je connaissais le top 14 par cœur.
mais j'étais pas très bon, quoi. Et donc, à partir du moment où je me suis mis un peu plus à la course à pied, j'ai arrêté de regarder les autres faire. Et voilà, ça me laisse du temps pour m'entraîner quasiment tous les jours et je progresse. Et ça, personne peut nous enlever, personne peut nous l'enlever. Et la satisfaction personnelle est bien supérieure, je trouve. Plus de temps dehors sur le terrain que Ah ouais. sur le canapé à regarder les matchs. Bah, complètement. Mais ça fait pas tourner une économie, donc ouais, ça remet aussi quand même pas mal de choses en question. Mais voilà, enfin, moi, c'est le message que j'essaie de transmettre et autour de moi, j'ai l'impression que les gens l'entendent. Il y a... Ça prend petit à petit. Vous remarquez vraiment des prises de conscience autour de vous? Oui, après, bon, il y a toujours l'effet bulle, quoi. Ouais. Les gens qui se ressemblent s'assemblent, quoi. Et du coup, l'idée, c'est quand même de sortir de la bulle. Et quand on sort de la bulle, par contre, on va toujours se faire plus critiquer, avoir des avis différents. Il faut être prêt à se dire, peu importe ces avis-là, si j'en fais changer 1%, c'est déjà ça. Et peu importe si j'ai des critiques, mais c'est aussi bien de sortir des bulles. Ouais. T'en penses quoi? Ben oui, je pense que les choses, elles évoluent quand même dans le bon sens. Il faut que ça aille un peu plus vite, mais voilà, il y a des choses qui bougent. Et je pense que voilà, avec ce qui se passe aussi sur la planète en ce moment, les consciences, elles s'éveillent quand même de plus en plus. Et puis ouais, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. Les organisations, ils essayent aussi de mettre des choses en place. C'est typiquement, pour donner un exemple, sur la route du Rhum, ils avaient rajouté des lignes de train pour que les gens puissent faire Paris-Saint-Malo plus facilement. Donc c'est aussi des choses qui peuvent être faites aussi pour justement, comme on disait, limiter l'impact des déplacements du public qui a aussi un impact assez lourd sur les événements. Par rapport aux compétitions, qu'est-ce que le public justement peut faire, peut mettre en place, mettre en œuvre pour aller dans cette direction? Ils peuvent voter. Voter, ok, Ça c'est une commence par chose. là. C'est commence assez par là, hein. politique, Ouais. toutes ces structures-là. Et puis après, ils peuvent aussi... Est-ce qu'il faut s'équiper différemment? Tu Non. parlais du fait que tu Ouais, bien utilisais sûr. du matériel de seconde main. Ah oui, mais ça, c'est... Si moi, à mon échelle, je veux... Oui, alors pas faire les JO, c'est ça? Ouais. Alors les JO, c'est pas pour tout de suite, ni pour l'édition prochaine. Oui, aujourd'hui, on peut totalement, si on veut avoir zéro impact sur notre matériel, alors pas pour les bateaux, mais pour des choses spécifiques. Moi, je fais du raid multisport, donc il y a du VTT, du vélo... Enfin, je fais aussi du vélo de route, du kayak, du trail, enfin, du roller. Nous, on est les premiers à se dire il faut faire du seconde main parce que déjà, c'est un budget énorme. Et en plus, l'impact que ça peut avoir, c'est sur la production juste. Et aujourd'hui, il y a énormément de façons de soit se faire prêter quand on utilise juste une fois ses affaires, soit les acheter de seconde main. Mais quand je dis j'achète des chaussures de running de seconde main, elles sont presque neuves ou elles ont couru 10 km avant et je vais courir avec. Donc, elles coûtent et moins cher et zéro en empreinte carbone. Donc, du coup, on est complètement capable au moins pour les équipements personnels, de faire avec zéro impact, quoi. C'est aussi dans ton monde un peu moins possible. Enfin, nous, c'est possible dans ce sens-là où voilà, on n'est pas obligé de construire un bateau neuf absolument pour aller faire une course. Les bateaux qu'on utilise, ils ont une durée de vie en course à peu près d'une vingtaine d'années, en restant relativement compétitif. Donc voilà, il y a aussi ça. La question, elle peut se poser là. Est-ce que j'achète plutôt un bateau d'occasion et puis je vais essayer de peut-être le faire évoluer ou pas? Ça peut inspirer. À quel niveau j'ai vraiment besoin de renouveler mes voiles ou est-ce que je peux pas refaire je peux refaire une saison avec mes voiles de l'année passée et puis en fait ça va pas me faire perdre énormément de performance ou l'impact il est négligeable. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place dans la course au large. Aujourd'hui, il y a un premier bateau pour le Vendée Globe qui va être construit uniquement en carbone recyclé. Donc voilà, ça c'est aussi une première un peu de faire ce pas-là avec les débris les restes des constructions des Airbus à Nantes. Donc toutes ces chutes de carbone qui vont être utilisées pour construire un bateau. Voilà, on peut aller faire des fibres plus écologiques, des biocomposites, que ce soit dans les bateaux ou dans les voiles. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Les classes peuvent limiter le développement technologique, limiter le nombre de voiles typiquement qu'on a à bord. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. En lien avec cette thématique justement de repenser peut-être
chacun son sport, le faire évoluer. Est-ce que vous avez des anecdotes personnelles à nous raconter? Un truc, un événement, quelque chose qui vous a fait prendre conscience, qui vous a donné envie de changer? Alors un événement en particulier, non, mais moi j'ai fait une année de césure durant mes études où je suis parti à vélo pendant 1 an avec 3 amis et on avait acheté 4 vélos d'occasion. Enfin, tout était absolument d'occasion et on a fait 12 000 kilomètres jusqu'en Turquie à vélo et voilà, on a dépensé à peu près 450 kilos de CO2 juste pour une année, ce qui représente 10 ou 15 fois moins qu'un voyageur moyen qui prend, 5-6 fois l'avion pendant une année. Donc c'est au final un événement personnel, un choix qui montre que c'est possible de faire autrement et on a essayé de communiquer, on a essayé de prouver que c'était possible et aujourd'hui j'ai toujours cette démarche. Moi c'est pareil, je cours beaucoup et donc je consomme des chaussures de seconde main. Il y a pas mal d'applications maintenant pour pouvoir acheter de la seconde main et ça peut être de la bonne qualité et puis après c'est juste faire attention au matériel qu'on achète. Parce qu'il faut faire aussi attention avec la seconde main, puisqu'on se dit, je fais un acte écologique, et donc je peux me permettre d'en consommer plus. Et donc là, c'est un peu l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on pense faire quelque chose de bien, et en fait, si on avait juste acheté une paire de chaussures neuves et de bonne qualité à la base, on n'aurait pas besoin d'en acheter 2 ou 3 paires d'occasion. Donc voilà, tout n'est pas non plus à jeter, il faut juste se dire que de toute manière, on aura un impact. L'idée, c'est de le réduire au maximum. Pareil, une petite anecdote, quelque chose à nous raconter sur la prise de conscience ou sur un événement qui a eu un impact fort sur votre manière d'envisager la suite? Quand je suis partie, j'avais fait les championnats du monde de triathlon à Hawaï en octobre. 1 mois après, je partais au Costa Rica faire les championnats du monde de raid. Et à chaque fois, je me suis dit, en fait, je vais dans des endroits, alors ça dépayse et tout, mais le Costa Rica, j'étais hyper déçue par les chemins et le parcours qu'on nous avait proposé. Je me suis dit, allez là-bas. En plus, après, j'ai eu des galères d'avion, etc. Et je suis rentrée en France et j'ai fait des raids incroyables en France. Je me suis dit, mais en fait, il faut dire à tout le monde qu'en France, il y a des endroits incroyables, mais qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à aller de l'autre côté, là, alors que, en raid, on va vraiment dans des endroits sauvages, déserts où il n'y a personne. Et en France, ou pas très loin, en tout cas, il y a des endroits incroyables et du coup c'était un peu ma prise de conscience de me dire en fait je dis pas du moins quoi, je vais faire du plus, du mieux et du différent en faisant comme ça. Une anecdote aussi? Ouais, moi je dirais sur un tour du monde en équipage, on passait par le détroit de Malacca, donc entre la Malaisie, autour de la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, etc. Et c'est des zones qui sont très polluées, où il y a beaucoup de déchets plastiques dans l'eau, etc. Donc voilà, on se rend compte de ça, on voit ces choses-là et en parallèle, on a des moments assez exceptionnels où on voit la faune marine, les dauphins qui sautent, des baleines. Je pense que ça fait bien prendre conscience des impacts de l'homme sur la planète, sur le monde, sur la végétation, sur la faune aussi, et de se dire qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Et c'est vrai, quand on est en mer, je pense qu'on voit aussi des impacts que le grand public voit pas. On voit le trafic de cargo qui est énorme et qui est vraiment lié à notre consommation et qui est pas vu de la plupart des terriens parce que c'est des zones qui sont loin de la côte. Mais rien qu'en Méditerranée, le long de l'Afrique, il y a un cargo qui passe toutes les minutes. Et c'est pas des petits cargos, donc mais c'est des choses qu'on voit pas depuis les côtes françaises. Mais voilà, ça fait prendre conscience de ça aussi, de la surconsommation en général et de l'impact que ça a sur la planète. Ouais. Je vous remercie. On arrive gentiment au terme de notre échange. Merci à tous, à toutes et à tous, de nous avoir raconté un petit peu comment ça se passe dans vos sports respectifs, votre vision justement de ce qui est possible, des solutions que vous nous avez proposées. J'espère que ça va pouvoir inspirer un peu le public. On est au café Guidoline, qu'on remercie encore pour son accueil. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci. Merci bien. Merci. On dit au revoir à la caméra. Salut.